Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Ce soir, saison 2025, épisode 3. J'ai avec moi, encore une fois, Vincent et Pierre. Bonsoir messieurs, comment ça va? Salut les coquilinos, comment ça va? Ça va bien et toi? Moi, ça va correct. On s'entend, Noël s'en vient, là, le Grinch est sorti. Là. Fait que tu pleures dans ton coin avec ta fille qui fait des gros rottes. Oui, ça, c'est supposé rester entre nous, ça, Vincent. Ah, je suis pas contente d'entendre ça. Mais moi, je suis pas un gros fan de Noël, fait que là, je suis dans le gros stress, là, puis je pogne les nerfs à rien de ce temps-ci. Puis je suis en train de virer vert, là. OK. Je pensais que tu allais dire que t'es... Oui. Pierre, comment ça va, toi? Ça va assez bien. Moi, le Noël me donne pas l'urticaire comme il a l'air à te donner, Antoine. Moi, c'est le stress de Noël là, qui me... J'aime pas tant la pression et les achats et les dépenses qui n'ont aucun sens qu'on fait dans le temps des fêtes. Je vais vous en parler d'ailleurs. Tantôt, je vais vous faire un petit guide d'achat pour vos amis gamers, en fait. Donc, Vincent, de quoi tu vas nous parler, toi, aujourd'hui? Je vais vous parler de un jeu qui s'appelle For a Crown. Oh, un jeu qui s'appelle For a Crown. Ça, c'est l'année passée, ça. C'est vieux, cette affaire-là. Ça a un an. C'est vraiment passé date. Parce que je sais. Si t'aimes ça, là, les vieux jeux qui sentent le surie. Oui, exact. Et Pierre, c'est quoi qu'on a au menu ce soir? On va finir par passer à travers ce fameux palmarès dont je me suis donné le défi de donner. Donc, on a simplement commencé la dernière fois avec Volko Ruhnke en 50e position avec un score de 57 sur 100. On va aller avec les deux prochaines positions ce soir. Oh, 2? 2? T'es sûr que tu vas avoir le temps? Ben, il faut, parce que sinon, si ça avance à coup de 1, je pense qu'on en a pour pas mal de temps au rythme qu'on fait les émissions. Là. Ouais, c'est ça. Pierre, il va être rendu à 152 ans. On sait que c'est un vampire, mais là, quand même. On en a pour 3 ans. Mettons qu'on fait ça une fois aux 4 semaines. Et je me suis même retenu pour en dire 3 ce soir. Là. On va essayer d'en mettre au moins 2. Là. Ouais, mais il va falloir que tu te censures, là. Es-tu capable de faire ça? Oui, j'ai juste à parler à ta place, en fait. C'est ça. Donc, Vincent, qu'est-ce que tu as à nous dire sur For a Crown? Oui, ben écoute, en fait, c'est plus une réflexion, une discussion autour de ça, plus qu'un affront aux joueurs contemporains qui aiment les jeux qu'on tricote chacun notre bord. En fait, blague à part, c'est vraiment tout simplement une anecdote. J'ai lu les règles de For a Crown, puis je me suis dit, pourquoi donc est-ce que ce jeu-là a l'air méchant? J'avais pas trop compris, puis tout ça. Et là, en jouant, j'ai trouvé ça vraiment méchant, en effet, parce que on a fait 3 games, puis les 3 games, on n'a pas réussi à finir la partie. Puis là, j'étais comme, oh, OK, c'est vraiment le fun, c'est très, très cool comme jeu. On finit pas la game. Pourquoi? Parce que on finit pas les 4 rounds. Parce que dans le jeu, il faut comprendre qu'il y a 4 rounds, puis à un moment donné, la partie peut se terminer soit après les 4 rounds ou quand en fait un joueur est complètement vide de ses diamants. Diamants étant la ressource que l'on doit avoir le plus en fin de partie pour gagner. Et nos 3 parties se sont terminées avec quelqu'un qui n'avait plus de diamants du tout. Alors, on faisait le décompte et celui qui a le plus de diamants, après des bonus là, de fin de partie, gagne la partie. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, en discutant avec d'autres joueurs autour de la table qui avaient déjà joué, dont notre fameux ami Danny,
Donc, Danny m'a dit que quand il avait joué, lui, il avait fini la partie avec le joueur. Le gagnant avait eu 17 diamants, l'autre 12, l'autre 11. Puis moi, je me disais, ben non, ça se peut pas. Là, nous autres, on commence avec 10 diamants et là, tu gagnerais des diamants. Et là, finalement, en discutant avec mon bon ami Antoine Lefebvre, le nazi des règles, ben il m'a dit, ben non, Vincent, Fait que Antoine m'a dit, ben non, Vincent, on commence avec 20 diamants, donc 10 diamants qu'on a en main, plus notre petit, notre héritage familial qui est ouais, notre relique familiale qui est un espèce de jeton de carton qui vaut pour 10 diamants. Alors que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit à tout le monde qu'on commençait avec un certain nombre d'argent, puis après ça, on avait notre relique seulement. Ce qui fait en sorte que notre relique appartait comme au round 1 si on voulait acheter des cartes à 5 piastres. Et là, ça m'a amené en fait à réfléchir à une question qui est celle-ci, c'est-à-dire croyez-vous que ce jeu-là, s'il était sorti il y a 20 ans, aurait eu en fait 10 diamants, juste l'héritage familial, plutôt que l'héritage familial plus les 10 diamants? Et voici ma réflexion derrière. Moi, je peux te répondre tout de suite. Oui. Je vais dire non. OK. L'affaire, c'est que cette grosse relique-là, le fait de savoir qu'elle vaut 10, là, c'est important parce qu'au fur et à mesure que tu perds des diamants, les autres joueurs ne savent pas combien il t'en reste dans ta boîte. Donc, plus tu en perds, à un moment donné, il t'en reste plus, il te reste seulement ta relique. Et c'est juste à ce moment-là que tu as le droit de l'échanger. D'ailleurs, tu ne peux pas l'échanger s'il t'en reste encore des unitaires. Mais le fait de savoir que, cette personne-là est rendue à sa relique, donc il y a moins que 10 points maintenant dans sa boîte. Ce que ça fait, c'est que la cible va changer de place. Donc le monde, au lieu de s'acharner sur toi, ils vont changer de cible. Parce que l'affaire, c'est que ce jeu-là, oui, tu attaques les autres joueurs, mais tu veux attaquer les autres joueurs de façon égale parce que ça ne sert à rien de t'acharner sur une personne. L'idée, c'est de baisser tout le monde pour te garder toi le plus élevé possible. Fait que c'est ça qui est bien, c'est vraiment le côté de balance entre qui j'attaque, puis tu as un petit côté mémoire aussi là-dedans, d'essayer de te souvenir, OK, c'est qui en a le plus d'après moi. Donc, si tu n'avais pas cette relique-là, mettons que tu commences avec 20, pas de relique, ça change complètement la dynamique du jeu, en fait, là. Ben, à ce moment-là, peut-être si je posais la question de cette manière-là, est-ce qu'il y a 20 ans, on aurait créé une relique qui vaut 5 diamants et les joueurs commençaient avec 5 diamants? Est-ce que ce serait quelque chose que tu penses qui serait plausible? Je ne pense pas. Peut-être que le nombre aurait été plus bas que 20, parce qu'effectivement, à 20, c'est quand même assez rare qu'un joueur va tomber à 0. Moi, je pense que j'ai joué 6 parties, c'est pas arrivé une seule fois dans aucune de mes parties. Mais il n'y a jamais personne qui est baissé en bas de 5 ou 6 points là, durant une partie. Je pense pas que ça ajoute de quoi d'avoir de l'élimination de joueurs nécessairement, mais le fait que ça soit possible pourrait être intéressant. Donc, si tu veux jouer avec 16 au lieu de 20, j'imagine que ça peut être une variante qui peut être quand même assez intéressante aussi. Par contre, il ne faut pas oublier que tu peux toujours dépenser des diamants pour aller acheter des cartes qui coûtent plus cher. Fait que tu peux toujours dépenser des diamants à la place du cash dans ce jeu-là. Fait que ça fait que tu as un petit côté de push your luck, genre est-ce que je dépense mes points, qui sont aussi des points de vie dans un sens, là, pour me ramasser des cartes plus puissantes en partant, ou est-ce que je garde mes points puis je joue low profile, le monde n'ira pas m'attaquer. Parce que l'affaire, c'est que quand tu achètes des cartes plus fortes, ben les autres joueurs vont avoir tendance à t'attaquer toi. Parce que tu es comme en avance, entre guillemets, sur les autres joueurs. Oui. Mais c'est ça en fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est le dilemme qui est derrière. Si, au final, tu as beaucoup, beaucoup de diamants dans ce jeu-là,
ben, ça fait en sorte que tu peux acheter beaucoup de cartes qui vont être très, très fortes, mais il y a tout le temps un peu. T'as pas le stress, l'inquiétude de te dire, ben, ça se peut que je sois éliminé. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est. Je pense qu'on a perdu peut-être, en fait, cette espèce de stress-là de dire que les joueurs ne peuvent pas, en fait, il faut tout le temps qu'il y ait une chance de se rattraper. Il faut toujours qu'il y ait une chance de revenir dans la partie de quelconque manière. Mais au-delà de ça, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant dans notre partie, c'est le fait que c'était vraiment, on le sait que tout le monde va commencer à leur canot, il y a un trou dedans. Puis on le sait que tout le monde va couler. C'est qui va couler avant les autres? Puis je trouvais que la dynamique était intéressante. Quand on monte, en fait, à 20 jetons, ben là, on tombe dans une dynamique où est-ce que, tu sais, on va se faire, on va bloquer, on va enlever des diamants aux autres. Ça va être cocasse, tu sais, faire ah non, je te vise, ah non, t'es pas fin, haha, puis on continue. Mais ça l'a comme pas vraiment, ça l'a pas, oui, ça a un impact sur le jeu, mais tu sais, ça n'a pas un impact sur le jeu. Je sais pas si vous comprenez comme ce que j'essaie de nuancer, là, au sens parce que ça va L'élimination avoir un de impact. joueurs, c'est sûr que ça a perdu beaucoup de plumes avec le temps. Par contre, dans ce jeu-là, je le vois pas si méchant que ça parce qu'en fait, l'élimination de joueurs, le problème souvent, c'est que ça arrive en cours de partie et que la partie se continue. Donc là, tu as une Exact. personne qui n'a plus rien à faire, qui regarde les autres jouer, qui se tourne un peu les pouces. Donc c'est là que ça devient problématique. Puis là, je parle problématique pour les joueurs casual, les joueurs pas trop lourds non plus. Euh, Mhm. L'affaire, c'est que dans ce jeu-là, aussitôt qu'il y en a un qui est éliminé, la partie termine. Mhm. Donc, c'est pas pour moi une façon méchante d'appliquer l'élimination de joueurs. Je vois pas de problème de le jouer, même, je te dirais, essaie-le avec un peu plus, pas nécessairement 20. Si tu veux le tester avec 15, moi, j'ai aucun problème avec les house rules dans les jeux. Tu joues de la façon que tu veux. Mais je te dis que le joyau, la relique, euh, est vraiment intéressante parce que vient ajouter une dynamique de tu viens de donner de l'information sur combien il te reste de points. Tout à fait. Fait que Ça, oui, juste ce petit définitivement. côté-là, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis ça change tout le jeu, en fait. Oui, c'est ça. Puis en fait, tu sais, c'est un peu ça la, la critique slash question, c'est de me dire, ben, tu sais, ce jeu-là est vraiment intéressant, puis j'ai l'impression que si ça avait été sorti il y a 20 ans, probablement que l'élimination de joueurs aurait pas été que circonstancielle. Elle aurait fait partie inhérente du jeu. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est vraiment, si ça arrive, bon, ben écoute, pas de problème, on finit la partie, puis that's it, that's all. C'est comme si, c'est ça, c'est circonstanciel, puis ça vient de s'éteindre là, tu sais. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage parce que le jeu en tant que tel gagne beaucoup dans son. Le fait que ce soit si serré, le fait que je t'enlève un diamant, ce diamant-là vaut beaucoup plus à tes yeux si tu en as très très peu que si tu en as beaucoup puis tu fais comme ben de toute façon c'est pas grave, il me vise moi mais il sait pas vraiment que je suis pas que j'en ai beaucoup de toute façon, alors que ça peut même devenir une stratégie viable de viser le même joueur puis se dire moi j'ai un bon feeling que je t'en avance ces autres, fait que je vais aller viser celui qui en a le moins possible. Puis cette personne-là, du moment qu'elle finit la partie, là, après ça, moi, j'ai une bonne chance de pouvoir gagner. Donc, il y a comme tous ces éléments-là que je trouve vraiment interpellants, puis que je me dis, est-ce que ça se peut que parce que l'élimination de joueurs est moins bien vue aujourd'hui, elle est moins bien perçue par monsieur, madame, tout le monde, par les gamers, qu'on a décidé un peu peut-être d'amoindrir l'enjeu, en fait, associé à ce que tu fais perdre aux autres joueurs. Je serais curieux, Pierre, d'avoir un peu ton opinion là-dessus. Ben, en tant que tel, c'est pas. Je trouve on fait pas mal de bruit avec pas grand-chose pour un jeu comme ça. Euh,
Ça demeure un jeu assez simple, puis qui se veut comme ça, et qui veut vraiment simplement procurer des moments de fou rire autour de la table, je dirais. De là à analyser le nombre de fois qu'on pourrait insérer l'artefact de départ, puis le reste qui convient avec ça, ben, ça changerait peut-être la dynamique du jeu, mais je pense pas que ce soit si nécessaire que ça. Ah, c'est pas nécessaire, ça, je suis d'accord avec toi. Ça dépend de ce que les joueurs veulent autour de la table comme expérience. Le jeu a été édité en fait comme un jeu familial, donc ils ont voulu que l'élimination de joueurs soit vraiment dans des cas très rares, très extrêmes. D'ailleurs, la règle, elle est probablement là parce que ils se sont dit d'un coup que ça arrive, ça prend une règle. Mais le nombre de fois que ça va arriver, c'est vraiment très mince. Ouais, c'est ça exactement. Je pense que c'est simplement là pour la cause. Parce que Ben, c'est c'est ça. très. Ben, c'est ça, c'est que ça fait pas partie du jeu. C'est pas. C'est comme une cerise sur le Sunday qu'on a placée, mais pour moi, quand j'ai joué, c'était pas. Ça faisait partie du core du jeu. C'est ça que j'avais trouvé interpellant, puis que je me dis, il me semble à une certaine époque, ce core-là aurait été en fait central. Alors qu'aujourd'hui, c'est une cerise sur le Sunday, puis on s'organise pour pas trop que ça l'arrive. Tu sais, c'est un peu ça le point que j'essaie de faire. Puis je comprends on fait du remous pour rien, mais en même temps, Pierre, je veux dire, tu es en train de faire un top 50 des meilleurs auteurs. As-tu pas de quoi de plus remous pour rien que ça, tu sais? Je sais pas. Il faudrait demander à nos auditeurs qu'est-ce qu'ils voudraient plus entendre. Sûrement pas Vincent qui chiale, ça c'est sûr. Mais c'est pas une montée de lait, c'est en fait juste un constat puis une réflexion, les gars. Fait Ben, que je suis je suis en train d'accord avec toi, par exemple, Vincent. C'est que ça aurait pu être une variante probablement, de dire, ben, commencer avec juste 15 au lieu de 20, puis voir qu'est-ce que ça donne au final. Parce que moi, en fait, on en parle, puis j'ai le goût de l'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. C'est peut-être un peu Mhm. mon petit côté auteur de jeu qui fait que je veux tester le plus possible les variantes, puis tous les trucs, mais. J'ai l'impression qu'effectivement, ça va quand même changer le jeu de façon substantielle. Donc la dynamique, Oui, c'est surtout vers la fin de la partie, ça peut vraiment, vraiment changer. Là. Si tu sais qu'un joueur, il reste 4 ou 5 points, ben tu vas peut-être effectivement aller t'acharner dessus juste pour qu'il crève le sale. oui, c'est ça. Mais puis tu sais, c'est intéressant pour ça. De tester ça, de tester, voir Mais qu'est-ce que ça pourrait nous donner. enfin, un jeu Oui, méchant. Ça a fait du bien. oui. Honnêtement, moi, For a Crown, tout le monde en parlait, puis j'étais comme, bon, encore un jeu super grand public, tu sais, qui est comme un peu mass market, tout ça. Puis quand j'ai joué, j'ai été vraiment agréablement surpris. Je Mhm. m'attendais pas à grand-chose de ça, mais ça a fait vraiment un beau petit vent de fraîcheur de voir un jeu méchant que tu fais juste t'attaquer les joueurs un l'autre. Il semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose de ce style-là. Surtout qu'il a été nommé à l'As d'or aussi. Donc quand même, c'est pas, Mhm. il n'est pas passé inaperçu du tout. Là. C'était vraiment un gros succès. Mais surtout sur le marché francophone, aux États-Unis, ils n'en ont pas parlé tant que ça. Ça a fonctionné, mais pas plus que ça. Ce qui est quand même surprenant, mais j'ai l'impression que pour eux autres, les jeux méchants, c'est pas encore de retour chez eux. Là. Mhm. Ouais, ben c'est ça, je pense que tu sais, il y a encore cette appréhension-là d'avoir des jeux qui peuvent déstabiliser les joueurs, là, puis rendre l'expérience désagréable. Puis au final, c'est pas désagréable si tu prends pas le jeu trop au sérieux. Je pense que c'est peut-être ça un des enjeux aussi, c'est qu'il y a peut-être des joueurs qui prennent trop ça au sérieux, tu sais, puis Ouais, qui voient effectivement, ça. c'est un jeu très léger là, que tu dois. Comme Pierre a dit, c'est borderline un jeu de party. Là. C'est vraiment Ouais, c'est c'est un ça. jeu d'ambiance qui va. Les coups bas fusent de tous côtés. Là, donc c'est pas un Ouais, jeu que tu dois prendre au sérieux. Puis ça dure 30 minutes, c'est terminé là, normalement. Donc. exact.
Fait qu'on est peut-être trop dans l'analyse pour un petit jeu comme ça. Là. Oui, définitivement, on analyse beaucoup, tu sais, mais c'est plus l'intention qui est derrière que j'analyse davantage que le jeu en soi, là, tu sais. Je serais pas étonné, Euh, en fait, que la version originale, il y a eu nécessairement moins de diamants, puis qu'ils ont décidé finalement d'en mettre un peu plus pour que ça soit un petit peu moins mesquin. Ça m'étonnerait même pas. Ben, c'est ça, c'est exactement. En fait, tu viens de mettre le doigt exactement sur une hypothèse que j'avais émise parce que c'est ça, il y a comme de quoi derrière que je me dis, il me semble que ça peut faire partie inhérente du jeu, puis qu'on l'a un peu mis, on a un peu mis ça de côté, puis ça devient juste comme un genre de quelque chose de circonstanciel, puis ben écoute, c'est pas très très grave, puis en tout cas, tu sais, puis voyant aussi le pedigree de l'auteur, tu sais, c'est pas un auteur qui est nécessairement, tu sais, il a fait quelques jeux, c'est lui qui a fait The Loop, c'est lui qui a fait aussi voyons, Big Book Book of of Madness. Madness, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, qui était sinon, ces très autres jeux, mal balancé, soit dit en passant. C'était un ouais. jeu qui était fait pour 2 ou 3 joueurs, pas plus. Ah oui, définitivement, tu sais. Mais quand même, c'est que certains des autres jeux que je vois dans sa liste, c'est pas des jeux non plus qui sont des jeux Kalinours, là, tu sais. Fait qu'en tout cas. Ouais, Big Book of Madness c'était quand même très difficile comme jeu coopératif. Quand tu tombais à du 4 joueurs, ça commençait à être beaucoup de sport. Puis, fait que, Bon, oui. effectivement, il n'était pas dans le jeu gentil nécessairement. Non, vraiment pas, là. Fait Puis que c'était ma petite. Oui, vas-y. ouais, ben moi, je vais enchaîner tout de suite, en fait, avec mes suggestions cadeaux de Noël. Je vous ai parlé que je suis pas un gros fan de Noël. Personnellement, je trouve que c'est énormément d'énergie qu'on met. J'aime les moments passés en famille. Ça, j'adore ça. Euh, mais c'est à peu près la seule chose que je vais aimer. Ou les moments passés avec des amis aussi. Famille, amis, peu importe. Ou même tout seul. Si jamais vous voulez être tout seul à Noël, puis que c'est ça qui fait votre bonheur, tant mieux. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mais tout l'achat de cadeaux, la pression qu'on se met de faire des réceptions à n'en plus finir de 53 services, qu'on sort de là, que notre ceinture est sur le bord de péter. Puis... Moi, c'est comme. C'est l'excès. Je suis pas un gros fervent de l'excès du temps des fêtes. Alors, tout ce que je peux vous dire, en fait, ma liste de cadeaux de Noël. Première chose, si jamais vous voulez absolument acheter un jeu à un ami gamer, achetez Toshi Toshi. Voici, c'était ma plug de la journée. Non, c'est pas vrai. En fait, je vais vous dire seulement acheter local, acheter un jeu d'un éditeur québécois, d'un éditeur français si vous nous écoutez de l'autre bord de l'océan, ou un éditeur européen, mais essayez d'acheter local, encourager les créateurs près de chez vous. C'est quelque chose d'assez important, surtout qu'on le voit dans l'économie cette année qui était vraiment, vraiment horrible, surtout du côté des Américains. Ça devient de plus en plus important là, d'encourager les industries locales. Donc ça, c'était le premier choix. Deuxième choix, achetez pas de cadeaux, achetez pas de jeux. Ils en ont en masse, ils s'en sont Mm. achetés toute l'année. Ils n'en ont pas de besoin des jeux supplémentaires. S'il y en avait de besoin, ils se le seraient déjà achetés. Je sais, je suis comme ça, mais ma famille ne m'achète plus de jeux depuis longtemps parce que ils savent que si j'en veux un, je me l'achète, puis ça s'arrête là. Puis souvent, si je ne l'ai pas, c'est parce qu'il ne m'intéressait pas. Mhm. Donc, si vous êtes pour acheter des jeux, acheter de l'usager, acheter une carte pour une ludothèque, une sortie dans un pub ludique ou quoi que ce soit, mais pas de jeux neufs. S'il vous plaît, essayez de limiter le plus possible l'achat de nouvelles marchandises. Et troisièmement, la dernière chose que vous devriez offrir à vos amis gamers, c'est du temps de jeu avec eux autres. That's it. C'est vraiment. Le plus important, c'est d'avoir du temps avec le monde qu'on aime, nos amis, notre famille, que ce soit du temps de jeu ou du temps de party ou quoi que ce soit, être juste ensemble.
Pas juste dans le temps des fêtes, mais toute l'année aussi. Fait que voilà, c'était le petit moment émotif, sentimental de l'épisode. Je suis écœuré de Noël, puis c'est même pas encore commencé. Je vous le dis tout de suite. Fa la 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 Falalalala, la Chris. la. Fait que Pierre, sur ces belles paroles super joyeuses, je vais te laisser faire continuer ton top 50 pendant que je cuve mes émotions. Ouais, la pente est haute. Pas tant, non? Bon. Non, pas tant. OK. Allons-y donc avec numéro 49 de ce palmarès de 50 auteurs qui ont marqué le plus notre hobby depuis 1950. Donc, On le rappelle le numéro numéro 50 qui était Volko Runke. Runke, exactement, auteur de Andy and Abyss et du système des coin games qui ont finalement été assez forts pour aller influer les jeux de société en dehors des wargames, comme les jeux comme Root et Hégémonie, par exemple. Des jeux hyper asymétriques. Le numéro 49 a un peu un lien avec Maxime Rimbaud, justement, qui est l'auteur de Warcrown, mais The Big Book of Madness aussi. Parce que The Big Book of Madness, c'est un jeu coop qui va nous mettre dans une situation thématique de lutte contre le mal à l'aide de sortilèges. On va incarner des magiciens là-dedans, des apprentis, je pense même. Et il y a une espèce d'ambiance assez glauque dans ce jeu-là qui rappelle en fait le pourquoi il y a un lien entre Maxime Rimbaud et le numéro 49. Oui, parce qu'en fait, Big Book of Madness, on s'entend que ça fait référence à tout ce qui est Lovecraft avec la folie et mélangé avec du Harry Potter. C'est un peu un étrange mélange, en fait. Oui, c'est exactement ça. Et donc, pourquoi à ce moment-là, c'est un lien avec le 49, c'est que le 49, c'est l'auteur Richard Lonius qui figure à cette position-là. Et Richard Lonius, c'est un auteur qui est vraiment, vraiment connu aux États-Unis. Lorsqu'on en parle en Europe, c'est pas celui qui va tout de suite faire illuminer les yeux de n'importe qui à qui vous allez parler qui ne fait que jouer à des jeux dans sa vie. Il va probablement avoir déjà entendu le nom, mais ça va certainement pas être une même résonance comme un Stephen Feld ou comme un Bruno Catala. Parce que Richard Lonius, c'est un auteur éminemment et je dirais même très, très archétypement américain. C'est le digne représentant de l'école américaine dans les jeux de société. C'est peut-être son plus illustre représentant, sauf peut-être le détail du fait que c'est un auteur qui adore faire du coopératif. Alors, on ne pourrait pas nécessairement dire qu'il fait de l'améritrash où la philosophie est de se rentrer dedans et de s'éliminer. Mais pour le reste, lorsqu'il fait un jeu, il est vraiment dans la ligne de pensée de l'école Ameritrash. C'est-à-dire que le thème passe avant tout. Le thème passe tellement avant tout qu'il se refuse obstinément à inventer des jeux s'il n'a pas un thème au départ. Et c'est avec son thème qu'il va commencer à broder son jeu. Et il va faire toutes sortes d'essais et d'erreurs avec toutes sortes de mécaniques, mais il va toujours faire ses mécaniques avec son thème en tête. Et il va toujours essayer de faire servir ses mécaniques à son thème. Et dans ces mécaniques, très souvent, et encore là, on va dire que ça vient d'école américaine, Lonius va utiliser des dés. Il adore les dés. Et c'est pas un type qui va nécessairement expérimenter avec les dés comme justement encore Stephen Feld aime le faire, mais avec des mitigations beaucoup dans ses mécaniques. Lonius, lui, va prendre les dés parce qu'il trouve que ça a un rôle essentiel pour donner une dimension très tendue dans un jeu de société. Pour lui, les dés, il n'y a rien de tel pour provoquer des sensations. Lorsqu'on n'a pas de dés, ben, il n'y a pas Je de suis hasard. Il y a peut-être. d'accord avec ça, en fait.
l'utilisation des dés, en fait, oui, ça rajoute de l'aléatoire, mais lui, dans son cas, vu que c'est des jeux qui sont la plupart du temps coopératifs, la tension, elle est sur tout le monde, sur toute l'équipe. Et souvent, ce sont des décisions qui sont prises en équipe. Même si tu le sais que les chances sont faibles à cause des dés. Euh, c'est ce que je trouve intéressant, moi, dans les jeux, surtout dans les jeux coopératifs. L'utilisation des dés, vraiment. Puis là, on peut faire en fait une liste quand même de ces jeux. Là, t'en as pas parlé tant que ça, mais faire une liste de ces jeux les plus importants, en commençant par Arkham Horror, Elder Sign, Defenders of the Realm, on a Fate of the Elder Gods. Tu vas sûrement m'en nommer d'autres qui sont Eldritch Horror aussi. Là. Oui, ben ça, tu as nommé 5 titres qui ont tous le thème de Lovecraft, en fait. À part Defenders of the Realm, qui est pas... À part Defenders of the Realm, effectivement, oui. Mais on voit tout de suite que dans la bibliographie de Richard Daniels, qui fait quand même plus que 100 jeux, parce que c'est pas un auteur dernier venu, là. Au contraire, cet auteur-là fait des jeux depuis les années 80. Alors, c'est un vétéran, c'est même une légende pour les Américains. Lorsque Loigna se présente à les conventions de jeu, maintenant, il se fait présenter littéralement dans les entrevues comme la légende, Richard Daniels. Parce qu'il a atteint ce statut-là, non seulement à cause de son ancienneté, mais à cause de sa notoriété et à cause de l'impact qu'il a eu dans l'industrie du jeu américain surtout, mais au-delà, parce que j'ai dit que Rimbaud avait un peu fait des échos avec son Book of Madness, ben, il a fait écho à Arkham Horror. Puis Arkham Horror, ben, c'est quand même pas rien. C'est le jeu... Premièrement, c'est un des tout premiers jeux coopératifs qui a été fait dans le simple but de s'amuser. Ce n'est pas le premier. Il y en a eu d'autres dans les années 70 avant. Mais c'est quand même un jeu coopératif qui a fait vraiment une pierre d'assise. C'est quand même un jeu qui a montré que c'était possible d'exploiter un nouveau filon dans les jeux de société. Mais ce que Lonia a fait surtout dans son impact, c'est vraiment de mettre la thématique Lovecraftienne dans les jeux de société. Avant ça, il n'y en avait qu'un seul jeu qui faisait ça. C'était The Call of Cthulhu. Et c'était un jeu de rôle. C'est d'ailleurs l'inspiration qu'il a donné à Lonius pour faire son Arkham Horror, la première version, en 86 ou 87, je pense. Et son Arkham Horror se voulait littéralement un jeu de rôle de Cthulhu sans maître de jeu. Donc, il voulait littéralement faire un jeu où il n'y avait pas personne qui était là pour jouer contre les autres. Tout le monde se mettait ensemble contre ce que le jeu avait à offrir dans le ventre. Et Lonius a fait ça tout naturellement, pas en se disant je vais faire un jeu coopératif parce que ça n'a jamais été fait ou parce qu'il n'y en a presque pas. Il a fait ça parce que Lonius était un homme hyper occupé. En fait, il a toujours été hyper occupé. C'est un gars qui faisait des journées de 10 heures de travail. Ouais, il faut être mieux que quand tu es super occupé qu'en plus de ça, faire une deuxième job dans tes temps libres. Super bonne idée. Voilà. Et en plus, il était nouveau père de famille des années 80. Il était nouvellement marié. Il avait des jeunes enfants. Et puis, il voyait pas souvent sa femme, qui travaillait, je pense, de nuit. Du moins, il n'y avait pas un horaire de travail qui était compatible avec sa femme. Donc, il avait besoin de se divertir. Et c'est un homme aussi qui adore s'évader. C'est un gars qui a en fait ses études en graphisme et il a été très impliqué dans le visuel toute sa vie. C'est un homme qui rêve et qui aime donner du visuel à ses sensations. Il a été dans les jeux vidéo d'ailleurs. Est-ce que c'est lui qui faisait le graphisme pour ses propres jeux? Pour le premier Arkham Horror, oui. Oh. D'ailleurs, quand Chaosium, l'éditeur qui l'a récupéré, a voulu récupérer son Arkham Horror, il a littéralement pris les dessins que Lornius avait fait. Et puis, Lornius aussi a travaillé dans le monde des jeux vidéo des années 80. Il a commencé sa carrière de créateur de jeux, non seulement avec Arkham Horror, mais il a aussi fait des jeux vidéo. Par exemple, un jeu qui s'appelle Scavengers of the Mutant World, qui est fait en 88. Et puis, je pense qu'il a fait aussi un jeu qui s'appelle Starfleet One, The War Begins. Il a fait les graphismes pour ça. Donc, c'est quelqu'un qui adorait le jeu, qui voulait s'évader par le jeu et qui voulait surtout
vivre des histoires, parce que c'est pour ça qu'il fait des jeux. Il veut vivre des expériences. Il a déjà dit dans une entrevue que à quoi bon jouer à un jeu héros quand tout ce que tu peux te rappeler, c'est d'avoir déplacé des cubes ailleurs pour faire des points. Alors que quand tu joues à un jeu américain, ben, tu vas t'en rappeler beaucoup plus de ton expérience où tu étais sur le point de mourir, puis tout à coup, tu as lancé des dés, puis tout a reviré, puis finalement, tu as gagné la partie. Et il est très bon pour vraiment faire vivre ces thèmes, Lonius. Même si ses mécaniques ne sont pas d'une ingéniosité extrême, il a vraiment le sens de la narrative. Il est très fort pour être capable de faire un sens de progression dans un jeu et d'amener des éléments qui vont vraiment donner des revirements de situation et qui vont vraiment donner une sensation que quelque chose qu'on n'avait pas prévu n'était pas arrivé ou quelque chose de très mémorable va arriver. Dans son Arkham Horror, ben, on va dire, il a réussi vraiment à transmettre la sensation Lovecraftienne, de la tension, puis du stress. Il pèse sur les joueurs à tout bout de champ parce qu'il y a des portails qui s'ouvrent, puis il y a des anciens qui arrivent. Mais dans la deuxième édition, par contre, c'est là qu'il a vraiment mis le paquet avec Kevin Wilson. Ils ont travaillé ensemble pour vraiment embellir et étoffer le jeu pour en faire vraiment quelque chose qui était très, très, très enveloppant, qui durait encore plus longtemps que la première partie de sa première édition, qui pouvait durer des 3 heures, 4 heures, et qui devenait épique et qui vraiment nécessitait des raisonnements qui pouvaient vraiment nous tordre d'un bras des fois si on voulait faire quelque chose parce que sinon on mourrait. Euh, Et elle rajoute à ça les personnages, qu'il y avait vraiment beaucoup de coloris dans ces personnages. Il basait ses personnages sur des personnes qui vivaient vraiment dans son voisinage, dans sa vie. Il y a des personnages de son Arkham Horror qui est basé sur des personnages de sa famille. Donc, il aime beaucoup. En fait, il y a une facilité pour transmettre la vie dans ses jeux. Il a fait ça aussi avec ses autres jeux, qui ne sont pas de l'acabit de Lovecraft. Et il a toujours essayé de prendre des jeux qui avaient peut-être déjà été faits avant, mais de les rendre avec encore plus de viande pour en faire des jeux plus thématiques. On parlait de Defenders of the Realm tantôt. Ben, Defenders of the Realm, ça a eu un succès. Pourquoi? Parce que c'est Pandémie avec du thème beaucoup plus ressenti. Oui, effectivement, Euh, c'est la mécanique de pandémie, de spreading, là, mais c'est beaucoup de figurines, beaucoup de matériel, une boîte immense, le stock qui rentre pas dans la boîte. Du bon classique Eagle Griffin, en fait. oui, c'est ça. Puis ben, le fait est que la coopération est beaucoup plus ressentie là-dedans. Parce que, contrairement à la pandémie, où chaque joueur peut jouer de son côté et faire se donner un rôle pour essayer de gagner le jeu, dans Defenders of the Realm, l'ONU a pensé que au lieu d'éliminer des virus, ben, il faut éliminer des monstres, mais parfois il faut s'y mettre à plus d'un joueur pour éliminer un monstre parce qu'il est vraiment coriace. Alors ça amène une mécanique qui fait que les joueurs sont obligés de se réunir à un endroit avec le personnage puis frapper le monstre à tour de rôle. Un peu comme dans une partie de Donjons et Dragons, je dirais. Et son Defenders of the Realm a tellement eu de succès qu'il l'a décliné en 2 autres versions. Defenders of the Last Stand, après ça, est arrivé en 2016. 2010, c'était Defenders of the Realm. Et tout dernièrement, il y a, je pense, Freedom 5. L'année passée, Freedom L'année 5. passée. Freedom 5, qui reprend l'univers des Sentinels of the Multiverse, un jeu de super-héros. Et probablement un des jeux de super-héros coopératifs, parce qu'il y en a quand même pas mal de jeux super-héros coopératifs ou de jeux super-héros points sur le marché. Mais celui-là, vraiment, a été loin. L'ONIA a pensé avec ses 2 comparses qui ont fait le jeu avec lui. Il a pensé vraiment à beaucoup, beaucoup de détails. Tout ce qui peut arriver dans la vie d'un super-héros. Donc, il y a vraiment des actions dans ce jeu-là où on doit faire des actions en tant qu'identité secrète de notre super-héros. Alors là, les super-vilains nous ignorent à ce moment-là, mais c'est un mal pour un bien, ou un bien pour un mal, à vrai dire. Parce que pendant ce temps-là, ben, les super-vilains avancent leur agenda, puis nous, ben, on ne peut pas les laisser faire trop longtemps, mais on est obligé de faire nos actions en tant qu'identité secrète pour
avoir des choses à gérer dans notre vie secrète. Raffiné que Defenders of the Realm, on s'entend là-dessus. Mais c'est encore plein de lancers de dés. Alors évidemment, si on est allergique au hasard, ça va pas complaire à ces personnes-là. Mais ceux qui veulent de l'essence pure, de thématique ludique, c'est très fort. L'ONIUS arrive encore à le faire. Et quand il va faire des jeux qui sont pas coopératifs, il va être capable aussi de, encore une fois, rendre de la thématique plus vivante. Il va avoir, par exemple, repris Las Vegas avec ses lancers de dés qu'on place dans des casinos pour aller chercher de l'argent avec le plus grand nombre de dés de chaque valeur. Le plus grand nombre de 2 dans le casino 2, le plus grand nombre de 3 dans le casino 3. Il aurait pris cette mécanique-là pour faire un jeu de stock car, une course de stock car. Et je pense qu'il appelait ça Thunder Alley. Peut-être que je me trompe là-dessus, mais Thunder c'est un... Alley, c'est un jeu de. Je pense pas que ce soit ça. Effectivement, c'est pas Thunder Alley, c'est... Thunder On va t'aider. Rolls. Thunder Thunder Rolls. Rolls, c'est ça. Donc, dans ce jeu-là, la mécanique de Las Vegas est recyclée pour aller sélectionner des caractéristiques qui vont faire avancer vos voitures dans une course d'auto. Et en plus, ben, ça va vous permettre d'obtenir des cartes dans l'emplacement où vous allez placer les dés pour être capable de faire avancer votre voiture sur les cartes que vous avez prises. Donc, assez ingénieux comme recyclage de mécanique. Et très logneuse encore, je dirais, parce qu'il adore les courses de stock car, ça fait partie de ses hobbies. Fait qu'il s'est encore inspiré de ce qu'il aime. C'est derrière sa philosophie. Il va jamais faire un jeu pour complaire à des gens. Il va faire un jeu pour se complaire à lui en premier. Puis si ça fait en sorte que les joueurs adorent ça, tant mieux. Donc c'est un homme qui se casse pas la tête. Et c'est un homme qui a eu une influence énorme à cause de ça, parce que on le voit juste par le nombre de jeux que la thématique de Lovecraft depuis que son Arkham Horror est sorti dans sa deuxième édition en 2004. Si on va sur Board Game Geek, il y en a plus de 700 de ces jeux-là qui ont la thématique de Lovecraft. Avant la deuxième édition de Arkham Horror, il y en avait peut-être 2 ou 3. Donc, c'est là qu'on voit l'impact que l'ONIUS a eu. D'ailleurs, non seulement en termes d'influence thématique, il a eu cet impact-là, mais pour Fantasy Flight lui-même, l'éditeur qui a fait sa deuxième édition d'Arkham Horror. Arkham Horror est une des lignes de jeux de Fantasy Flight qui a fait vraiment pas mal de revenus à la compagnie. Tout à fait. Une des autres raisons, en fait, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux de Lovecraft aussi à partir des années 2010, c'est qu'il s'est tombé dans le domaine public. Tout ce qui était de Lovecraft, donc lui est décédé en 1937, là, c'est ce que je montre ici. Les droits d'auteur ne sont plus bons après 75 ans après le décès de l'auteur. Donc, à partir de 2012, c'est tombé dans le domaine public. Donc, il y a eu beaucoup de réutilisation de cette thématique-là parce qu'il n'y avait plus de droits d'auteur à payer à M. Lovecraft lui-même. Donc, ça, c'était un petit aparté. Voilà. Mais, donc, vas-y, Vincent. Ben, en fait, non, ben, c'est que en fait, ouais, ben, en fait, j'encouragerais qu'on passe au prochain auteur, mais tu voulais peut-être te conclure avec quelque chose, Pierre. Non, ça va. C'est pour moi ce que j'avais à dire sur l'ONIUS. On peut en dire encore, là, mais c'est sûr que ça va s'éterniser un peu. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a su mettre une thématique vraiment très forte sur tous ses jeux. Moi, je trouve un peu ces jeux, c'est pas mon style, je dois dire ça. Le seul que j'ai vraiment, vraiment adoré, c'est Fate of the Elder Gods, qui est un de ses seuls, en fait, un de ceux de Cthulhu, je pense que c'est peut-être son seul qui est pas coopératif. Mais réutilisait un peu la mécanique de... c'est-tu Dead of Winter avec avec ses cartes de voyons, il y avait des... Oui, avec ses cartes de narrative, là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y avait quelque chose qui pouvait arriver aussitôt que tu faisais un geste précis.
Peut-être, mettons, quand tu gagnais une carte ou quand tu faisais telle action, il t'arrivait quelque chose, mais tu savais pas c'était quoi. C'était une curse, une malédiction, en fait. Mais juste ça, il y avait toujours cette petite tension dans la partie parce que tu fais quelque chose, mais tu sais, tu le fais un peu du bout des doigts. Ok, je fais ça, il m'arrive-tu quelque chose? Non, je suis correct, ok. Mais c'était tout le temps de. Juste ces petites cartes-là rajoutaient tellement de piment dans le jeu, c'était vraiment intéressant. Sérieusement, j'ai pas joué à Dead of Winter où en fait il y avait aussi Robinson Crusoe qui réutilisait les cartes qui revenaient aussi dans le paquet. Mais moi, j'ai bien aimé cette mécanique-là. Là. Fait que, puis moi, j'ai une question pour toi, Pierre. Quels sont les jeux que tu possèdes de cet auteur-là? Aucun. Aucun? Pierre est très sélectif dans sa collection. Il n'a que des raretés ou des trucs avec une valeur sentimentale. OK, ben regarde, on va passer tout de suite au prochain parce que là, je pense que j'ai mis un malaise. Fait que Pierre, ton auteur 48. Je suis vraiment pas malaise de ça. C'est juste que je te taquine. Ben oui, oui. C'est ça, c'est facile à trouver. À part Thunder Rolls, ça a l'air assez complexe à trouver. Bref. Thunder Rolls, en fait, me fait penser un peu à Automobile, le jeu de AEG qui était sorti, mélangé avec Las Vegas. Oui, c'est pas mal une bonne description, effectivement. Le prochain auteur, 48, donc, qui a dépassé M. Lonius. En fait, il a dépassé avec. Parce que Lonius était à 58 sur 100. On n'a toujours pas la note de passage. Hein. C'est quand même. Non. On nivelle par le bas, là, Pierre. Oui, absolument. Celui qui est arrivé après, donc Lonius, avant plutôt Lonius, l'a dépassé très, très légèrement, avec un score de 59. Et c'est un auteur qui est de la même époque que Lonius. C'est-à-dire qu'il a commencé à la même période à faire que Lonius, un petit peu même avant à faire des jeux. C'est un Américain également. Et c'est aussi un gars qui a le même prénom que Lonius. Donc, Richard. Un autre Richard. Non, pas Richard Berg. Non, pas Richard Berg. Pas Richard Borg non plus. Non, mais c'est un auteur que tu connais, ça. Il a une moustache épique. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un auteur que tu connais parce qu'évidemment, tu possèdes des jeux de cet auteur-là. Ben non, ça se peut pas. Ben oui. Si je te dis Magic Realm. Richard Garfield? Non, si je te dis Magic Realm. Ah ben ça c'est Richard. Je me souviens plus. Hey, je suis poche, hein? Ça va. Là, il y a un malaise. Surtout que tu as reçu ce jeu-là comme cadeau d'anniversaire. Richard Breeze. Non, pas Richard Breeze. Non, pas Breeze. Voyons, franchement, arrête de nous mettre dans le malaise comme ça. On va te dire c'est quoi le nom tout de suite. Là. C'est Richard. Toi, Vincent. Richard. Amblin. C'est ça, Amblin. C'était mon prochain choix. Oui, ben oui. Richard Amblin, qui, au moment où on enregistre l'émission présentement, est âgé maintenant de 80 ans et qui lui aussi fait figure de légende chez les auteurs américains. Mais lui, par contre, il va avoir plus d'écho en Europe. Parce que lui, en fait, c'est un auteur qui est dans le très, très particulier. Premièrement, sa ludographie n'est pas énorme, mais il a créé des jeux vraiment qui ont fait leur marque. C'est-à-dire que pas tous les jeux qu'il a fait qui ont fait leur marque, mais pour le peu de jeux qu'il a fait, il y en a quand même 3 qui figurent comme jeux cultes, littéralement. On avait déjà parlé de Richard Amblin, en fait, dans la saison 10, bien sûr, des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Avec Magic Realm, en fait, qui est sorti en 1979,
qui est un de ses, Ouais. ses plus grands opus, je dois dire, mais son autre jeu qui est probablement plus connu, c'est Merchant of Venus. Merchant of Venus, effectivement, est l'autre opus très connu de Richard Amblin. Et son troisième, je dirais, qui est un autre jeu culte, c'est Gunslinger. Gunslinger. Avec ces trois jeux-là, on fait de Richard Amblin quelqu'un qui... Qui est devenu un emblème. ben, peut-être pas un emblème, Ben, mais c'est son certainement... nom de famille. Ah, ben oui, oui. C'est la Joker a passé Euh, 2 pieds par-dessus la tête à Pierre. c'est ça. Non, en fait, et ces trois jeux-là ont fait de cet auteur-là quelqu'un qui était une bête à part. Déjà, Alan Moon, qui a travaillé, qui a fait ses premières armes dans les jeux de société avec Richard Amblin. Déjà, il voyait Richard Amblin comme quelqu'un de très, très particulier. Alan Moon, pour ceux qui... faut se le rappeler, l'auteur des Aventuriers du Rail. Il a commencé Alan Moon chez l'éditeur Avalon Hill dans les années 70. Là où Richard Amblin a aussi abouti dans les années 70. Richard Amblin était informaticien avant, mais il a été attiré par le monde des jeux de société parce que c'était un grand pratiquant de wargames. Il a créé des wargames, d'ailleurs. C'est ses premiers jeux qu'il a fait. Victory in il the a... Pacific. Victory in the Pacific est un jeu, un wargame. Déjà là, il laissait sa marque. Il était prometteur juste avec Victory in the Pacific, qui est un jeu sur la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale dans l'océan Pacifique, comme son nom l'indique. Un des tout premiers jeux qui faisait ça. Euh, mais mais c'est un jeu, en fait, Wargame, qui était singulier parce que c'était l'un des tout premiers, sinon le tout premier Wargames, qui donnait la victoire, non pas nécessairement à force de aller chercher des points stratégiques sur une map ou d'éliminer des unités, mais simplement en faisant des points de victoire. Donc, il y avait déjà quelque chose de mouton noir dans Richard Amblin lorsqu'il voulait faire des Wargames. Il s'aventurait déjà dans le monde euro sans le savoir et sans que personne s'en aperçoive aussi. Amblin aussi, dans son amour pour les Wargames, avait euh, une affection pour tout ce qui était inusité, mais en même temps qui était bien ancré dans la réalité. C'est un auteur de jeu qui voulait la totale quand il s'imaginait un jeu. Pour lui, les détails d'un bon jeu ne devaient rien laisser échapper. C'est-à-dire que sa philosophie pour créer un jeu, c'était de créer un monde. Mais un monde très solidement ancré, très complet dans sa définition. Il avait d'ailleurs, dans une entrevue qu'il avait donnée, au magazine de General pour Avalon Hill, justement. C'était Alan Moon qui l'avait interviewé. Et il avait dit que le monde des science-fiction, c'était plus facile que le monde de la fantasy euh, ou le monde fantastique à définir comme un monde ancré. Parce que le monde de science-fiction s'appuie sur la science et s'appuie sur des choses que les êtres humains connaissent, qui peuvent être mesurables. Alors que quand on est dans le monde de la fantasy, tout est laissé au libre arbitre, tout est laissé aux limites de l'imagination. Alors c'est très facile de s'évader et de s'y perdre dans ce qui va définir. Ça. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Bien honnêtement, pour moi, c'est la même chose. La science-fiction, sky is the limit. Tu fais ce que tu veux dans les jeux de science-fiction aussi. Si tu veux, tu peux inventer les races que tu veux, tu peux inventer les technologies que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire de la magie, entre guillemets, en disant c'est de la technologie. Fait pour moi, science-fiction et fantasy, c'est. Tu pourrais probablement prendre tous les jeux de science-fiction et les mettre dans un décor fantasy et vice-versa, et ça fonctionnerait. Donc pour moi, ce sont deux mondes interchangeables. Par contre, comme tu dis, ce qui est le fun, c'est qu'avec ces thèmes-là ou ces settings-là, qu'on peut dire,
tu peux facilement te créer ton monde à toi, par exemple. Oui. Ben oui, absolument. Mais ce que Emblem, je pense, voulait signifier surtout, c'est que la façon qu'il voyait la science-fiction, c'est que ça partait toujours d'une prémisse réelle, alors que pour le monde de la fantasy, ça pouvait partir d'une prémisse qui était totalement inventée. Euh, mais l'idée, c'est que c'est comme ça qu'il a Puis voulu se justifier. parenthèse aussi, il ne faut pas oublier que la science-fiction a grandement évolué aussi, là, au sens où est-ce que celle des années 80 était beaucoup plus basée sur la science en général, puis la physique. Alors qu'aujourd'hui, ben, on a un peu dépassé là, le niveau scientifique là, de la chose, là. Bref, je te laisse continuer. Oui, ben en fait, ce préambule-là, c'était pour justifier le pourquoi Emblem s'est donné le défi de faire son Magic Realm. Il n'était Ouais. pas satisfait avec ce que Donjons et Dragons et les dérivés de l'époque faisaient, même s'il considérait que Donjons et Dragons n'était pas un mauvais jeu du tout. Il en était amateur même. Mais il trouvait que ça prenait un jeu qui était encore plus complet dans la définition des règles pour bien situer les joueurs dans la façon qu'ils évoluaient dans le jeu. C'est de là qu'est arrivé tout son système de map de tuiles hexagonales qui était parsemé de chemins sinueux qui pouvaient provoquer des événements et des rencontres aléatoires. C'est là aussi qu'il a inventé son système de nuit et jour. En fait, je ne recommencerai pas à répéter tout ce qu'il y a dans Magic Realm. Vous n'aurez qu'à écouter la saison 10 parce qu'on en fait quand même un bon étalage. Ou venir chez nous puis jouer avec moi. Ou venir chez Vincent parce que Vincent a un jeu. Préparez-vous un bon 12 heures. Préparez-vous un bon 12 heures parce que c'est effectivement ça que ça peut faire comme expérience, mais c'est une expérience qui va être absolument mémorable parce que c'est ce que Amblin visait à faire. Il était dans le macro avec ça et son livre de règles était immensément complexe à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il s'était donné le défi avec le jeu qui a suivi après, Gunslinger, de faire le contraire. Mais pas le contraire total, parce qu'il voulait quand même, comme dans sa philosophie ludique, faire un monde au complet détaillé le plus possible. Mais avec Gunslinger, il est allé dans le micro. Il a voulu mettre en scène des duels de cow-boys où les actions se passent à échelle de 2 secondes par tour. C'est-à-dire que quand on fait des actions dans ce jeu-là, quand on fait un tour de jeu, c'est l'équivalent de 2 secondes de réalité qui se sont écoulées. Donc, c'est des duels qui se font vraiment au détail près. C'est des actions qu'on fait dans le Seigneur où il faut sortir son revolver, viser avec son revolver, se déplacer, euh, ne pas se déplacer, rester là en fait, euh, courir peut-être pour essayer de déranger le joueur qui nous vise et lui donner plus de fil à retordre. Et toutes ces actions-là vont être programmées une à l'autre. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez audacieux. Finalement, c'est On est Colt en 80. Express. C'est Côte Express avant le temps. Oui, oui, Ah, c'est pas. Ouais, c'est ça. non, c'était C'est. une blague en C'est- passant. OK. Mais, Mais non, mais mais dans le c'est sens quand que même. c'est probablement un jeu qui a inspiré Colt Express. Ben, l'histoire ne le dit pas vraiment si Côte Express s'est inspiré de Gunslinger, mais ce serait quand même pas étonnant, parce que c'est quand même 2 jeux de programmation avec des thèmes de cowboy. Mais Gunslinger, par contre, reste parmi les tout premiers jeux de programmation. Et ça, c'est quand même assez. C'est juste en soi, c'est phénoménal. Mhm. Le jeu d'ailleurs avait beaucoup fait parler quand il est sorti parce que c'est un jeu à Neverland Hill où le catalogue était rempli de jeux de guerre. Et là, on avait un jeu de guerre, non pas de véhicules, mais d'individus dans le Far West qui devaient calculer seconde par seconde ce qui se passait dans l'action d'un duel. Et ça fonctionne très bien. On le fait, je veux dire, pour avoir joué à ce jeu-là, ça fonctionne à merveille. On sent vraiment la tension
qu'un cowboy devrait avoir si vous étiez dans les souliers, dans les bottes d'un cowboy, en fait, puis que vous étiez en train de faire un duel contre un autre, vous sentez vraiment toute la tension si votre balle va réussir à toucher l'autre. Puis si vous faites toucher par une balle, c'est pas vous êtes blessé puis vous continuez à jouer. Non, non, vous êtes presque mort. Mhm. Donc, vous ne voulez pas que la balle vous touche. Et vous allez vraiment tout faire pour penser à votre affaire pour pas que la balle vous touche. Vous Faut allez dire vraiment. que thématiquement, c'est pas le matériel qui va te rendre ça très immersif. Je Non, absolument regarde pas, ce parce que. que ça a l'air, c'est, je veux dire, une feuille de cartable avec des petits bouts de carton. Ça a l'air d'un Exactement. prototype plus que d'autres choses, Mais- mais bon, c'était l'époque des wargames, donc avec les petites cheats carrés de Avalon Hill. C'est pas Mais ce en qu'il y a de même plus joli. temps, Mais en même temps, ça, c'est. Tu sais, ça, je pense que peu importe l'âge, peu importe l'époque, c'est le typique Oui, des jeux de guerre habituellement. Là, tu sais. Donc, les jeux de guerre vont davantage se concentrer sur l'immersion par le biais des règles plutôt que par le biais du matériel. Là. Fait oui, que, c'est une simulation, en fait. Ce n'est c'est plus. ça. Mais la boîte, elle est belle, par exemple. Je dois vous avouer que l'image de couverture est vraiment. Elle est sublime. Sérieusement, c'est un des plus beaux covers je trouve, que j'ai vu dans tous les On jeux de dirait société. en fait un poster de film de Sergio Leone. Là. Ouais. Oui, oui, on peut dire ça, effectivement. Euh, Donc, Emblem, qui était un homme de détail, comme on peut voir, et qui était un homme aussi d'imagination très fébrile et très définitive. Pour vous dire, en plus, le fait est que Emblem aimait s'évader dans des gros jeux de guerre comme ça, mais son jeu préféré, quand c'était pas un jeu de guerre, c'était le bridge. Donc, ça vous donne un aperçu du Ça, bonhomme. c'est thématique. C'est thématique à l'os, hein, mais Ouais, c'est tu le c'est- sens c'est le vous dire pont, là. que il voulait vraiment. Ouais, tu sens le pont, ouais. Il voulait vraiment un jeu, quand il faisait des jeux, il voulait quelque chose avec la précision du bridge et avec l'enveloppe thématique d'un wargame. La simulation même. De là, le fait que Gunslinger simulait des duels. Euh, et Merchant of Venus, ben, c'était son troisième jeu culte qu'il a créé, qui est devenu tellement culte qu'en 2012, deux éditeurs se l'arrachaient, puis ils ont fini par conclure finalement une entente pour le rééditer à deux. Donc Stronghold Games et Fantasy Flight. Euh, Parce que c'est un jeu culte, tout simplement. Parce que c'est un jeu qui a fait école même. Les joueurs qui ont découvert Merchant of Venus dans les années 80 ont découvert quelque chose de complètement déjanté. J'ai jamais vu. Il y avait des choses comme ça qui avaient été faites avant, partiellement. De l'exploration spatiale, ça avait déjà été fait. Du commerce, ça avait déjà été fait. Mais de l'exploration spatiale pour faire du commerce, pour ensuite faire du développement de structures, pour ensuite commencer à construire une machine qui permet finalement de passer à travers des obstacles plus facilement. C'est des choses, ça, qui étaient les ingrédients de base qui ont tracé le paysage des jeux euro des années 2000 et 2010. Il y a des jeux aussi qui ont littéralement pris inspiration de Merchant of Venus, parce que Merchant of Venus, c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, a l'air à impliquer qu'on fait du commerce avec la planète Vénus, mais la planète Vénus n'est même pas là dans le jeu. C'est juste qu'on invoque finalement le fait qu'on peut commercer, oui, parce que dans ce jeu-là, on va suivre des parcours qui vont être pleins d'embûches et qui vont avoir plein de revirements de situation, avec un vaisseau qui commence d'une façon très rudimentaire, mais qui va vraiment devenir de plus en plus efficace à mesure qu'on va avancer la partie, parce qu'il va pouvoir se munir de toutes sortes d'équipements pour, je dirais, tricher, entre parenthèses, sur les règles. Mais c'est aussi des aventures. C'est des choses, c'est pas simplement du commerce, en fait. On va à la découverte de 14 races extraterrestres qui sont toutes inconnues au début et qu'on va toutes devoir découvrir au fur et à mesure que la partie avance. Et ils vont toujours être aléatoirement placés au début de la partie, ce qui fait que chaque partie va être différente. Et ça, ben, c'était quelque chose de très, très novateur à l'époque. C'était pas quelque chose qu'on avait déjà vu avant. J'ai Euh, jamais et, joué à Merchants of Venus, mais en regardant ça, ça me fait énormément penser à un jeu de Ryan Lockett que j'avais joué.
qui était aussi un jeu qui se passait dans l'espace, Dans comme l'espace? ça. J'essaie de me souvenir. Empires of the Void. Oui, Un. oui, tout à fait. C'est, Empires of the c'est- Void. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ou je vois aussi peut-être des airs de Xia. Xia aussi, Legends of effectivement, the c'est Drift un jeu que... System. Xia Legends of the Drift System est probablement le jeu qui est le plus directement descendant de Merchant of Venus. Il est peut-être un petit peu plus Parce sandbox, là, bac à sable, que Merchants of ben, à Venus. vrai dire, c'est bien que tu parles de cette expression-là parce que c'est ça qui colle à la peau de Richard Hamlin. Richard Hamlin est un auteur qui est passé pour un auteur à part à son époque parce qu'il a inventé littéralement le style bac à sable. C'est le point commun qu'il y a entre Magic Realm, Gunslinger et Merchant of Venus. Ce sont trois jeux où les joueurs ne sont pas alignés à faire quelque chose pour gagner une joute. Ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent pendant la partie. Il va y avoir évidemment un but. Le but, par exemple, de Merchant of Venus, c'est d'atteindre un certain nombre d'argent après avoir atteint, je pense, c'est 2000 crédits pour la partie courte. La partie s'arrête, et puis là, ben, c'est la personne qui a le plus d'argent qui va gagner. Sauf qu'il y a Mais plusieurs façons de faire l'argent, probablement. il y a énormément de façons de faire de l'argent. Il n'y a pas juste le commerce. Tu peux aller chasser les pirates. Tu peux aller faire de la mine sur des astéroïdes. Tu peux simplement faire ta petite affaire, ton petit trajet rudimentaire entre des extraterrestres qui ont déjà été découverts, puis ta base spatiale pour faire rouler ton économie. C'est très, très, très libre. Magic Realm, c'est encore plus éclaté. C'est vraiment le jeu qui a mis au monde le type bac à sable. Gunslinger, c'est aussi assez. C'est très, très bac à sable aussi parce qu'il y a des scénarios dans Gunslinger où on va se battre dans un saloon. Alors, vous pouvez imaginer, il y a toutes des règles qui rentrent en compte avec ça, avec comment on considère le cowboy qui est placé en arrière du bar par rapport à celui qui est sur une chaise, par rapport à celui qui est en arrière d'une table. Et on peut prendre toutes sortes d'éléments comme ça pour intégrer des règles supplémentaires dans les combats que les joueurs peuvent faire comme ils veulent. Donc, euh, cet aspect bac à sable a transcendé. C'est vraiment, ça a donné un nouveau type de jeu. On s'entend, c'est pas un type de jeu en fait pulluler, je dirais, dans les jeux de société. Ça reste quand même des jeux qui ont fait leur marque et les jeux qui s'en sont inspirés ont été des gros succès aussi. On parle de Mage Knight, par exemple, qui est l'héritier direct de, De Magic Realm. de Magic Realm. Et Magic Realm lui-même, le jeu lui-même, a connu une nouvelle version l'année passée. Euh, Une nouvelle version et de Magic Realm. Non, ouais, ben, c'était pas exactement Magic Realm encore, mais c'est quand même un jeu avec un nouveau titre. Directement inspiré de Magic Realm. C'est vraiment, l'auteur a vraiment pris Magic Realm pour le mettre à jour. Comment Ouais, s'appelle ce jeu? avec de l'art fait par l'IA. Ouais, bah ça, c'est une On autre. nommera pas le jeu d'abord. C'est, C'est on quoi? le nommera Non, non, nomme-le. Dragon. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est, Dragon. Vas-y, Pierre. j'ai le mot Dragon aussi en tête, mais j'ai plus le reste du titre. Euh, c'est peut-être que je vais le trouver au fur et à mesure que On va je vais le trouver chercher. ça. Tu vas voir, on va trouver ça rapidement. Voyons. Mais bon, Dragon's Down. Dragon's Down, Ouais, exact. c'est ça. Donc, si ça vous montre, finalement, on est 2024, il y avait assez de demandes pour qu'une nouvelle incarnation de Magic Realm se fasse pour être sur le marché. C'est quand on parle qu'on pense que Magic Realm était sorti en 1979, ben, ça vous montre la longévité que Richard Hamblin a provoqué dans les jeux cultes qu'il a fait. Et puis, ben, ça fait en sorte que, oui,
il mérite sa 48e position dans le palmarès des 50 auteurs. Magic Realm, si je me trompe pas aussi, c'était un peu l'idée derrière ça, c'était de faire une version de Donjon Dragon qui ne se jouait sans maître de jeu et qui pouvait même se jouer en solo. Il y a ça. Et comme j'ai dit, il y avait aussi le fait que Emblem était un peu resté sur sa fin avec Donjon Dragon parce qu'il trouvait que c'était trop. euh, pas assez structuré. Ah, Trop laissé au gré de l'imagination du maître de jeu, puis pas assez défini comme univers. effectivement, les Euh, premières éditions de Donjon Dragon, les règles étaient assez lousses. Ils donnaient un peu des idées, mais c'était laissé beaucoup à la discrétion du maître de jeu. Là, si tu veux un jeu qui n'a pas de maître de jeu, ça prend une structure qui est vraiment très solide. Sinon, les joueurs vont se sauter à la gorge, puis ils vont s'ostiner sur les règles et sur les interprétations et tout. Donc, oui, puis je dirais même que Magic Realm, non seulement a inspiré des carrés de sable qui ont fait suite à ce jeu-là, mais même les gens qui n'ont pas joué à Magic Realm peuvent connaître Magic Realm et peuvent être fascinés par le jeu, inspirés. Et un exemple de ça, Antoine, tu vas probablement l'aimer, celle-là. Mais Phil Walker Harding s'est inspiré de Magic Realm sans y avoir joué pour faire un de ses derniers jeux à l'époque, au moment où on a enregistré cette émission-ci. Le jeu Tropicalia, en fait. Il l'a fait sortir au dernier Salon des Scènes. Ah! Euh, il s'est inspiré de Magic Realm pour faire ça parce que il était fasciné par tous les détails qu'il y avait sur les tuiles hexagonales que Amblin avait imbriquées dans son jeu. Et puis, il voulait tellement reproduire ce feeling de minutie puis de hypnotisme que ces tuiles-là pouvaient donner en les regardant, que son Tropicalia est une matrice de tuiles comme ça, avec des détails sur les tuiles qui vont avoir un lien avec les mécaniques de jeu. je dois dire que j'étais un gros amateur de Phil Walker Harding. Petit disclaimer, ces derniers designs me laissent beaucoup sur mon appétit, malheureusement. Je les trouve un peu sans émotion. Je dirais qu'ils réinventent plus grand-chose, alors qu'avant, ils étaient capables d'aller faire des designs vraiment simples, mais avec une profondeur stratégique vraiment intéressante pour le peu de règles qu'ils avaient. Je trouve que dernièrement, ça manque. On dirait qu'il s'essouffle un petit peu en tant qu'auteur. Mais ça, c'est ma petite opinion, là. Moi, j'étais un gros fan de ses premiers comme Imhotep, Sushigo, Baron Park, Gizmos. Donc, il y avait vraiment des trucs intéressants. Silver and Gold qui a pris le Roll and Write mélangé avec directement écrit sur les cartes. Moi, je trouvais que c'était des petites idées vraiment brillantes. Mais c'est ça. Dernièrement, je trouve que il s'essouffle. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il a maintenant sa propre maison d'édition puis qu'il est obligé de faire ça pour en vivre. Donc, on dirait qu'il les sort, ses jeux à la chaîne. Je ne sais pas. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces designs. Ça a commencé avec Spellbook, entre autres, que j'ai trouvé beaucoup trop complexe pour en fait ce que c'était. Euh, mais bon, Mhm. j'ai pas réessayé ces derniers parce que j'ai comme perdu un peu le goût d'essayer ces jeux dernièrement. Triste pour Phil. Son dernier, en fait, que j'ai, c'est Summer Camp. Que je trouvais quand même la thématique vraiment chouette. Ce qui se passe en fait dans un camp de vacances pour les jeunes, qui est un petit jeu de deck building mélangé avec une course. Euh, donc, ça, c'était vraiment intéressant. Mais Tropicalia, j'ai même pas entendu parler. Ça te donne une idée. Puis Mhm. même si on Moi, va je, sur BGG, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en a entendu parler non plus. S'il est vraiment sorti à SN,
ça n'a pas dû faire un gros buzz. Moi, j'ai une question pour toi pour revenir à Richard Emblem. Ben oui, vas-y. Qu'est-ce que ça fait Richard Emblem puis Tom Wham ensemble? Ouais, je me doutais bien que tu la poseras, celle-là. Voilà, Vincent parle de ça parce que dans les jeux moins cultes, je dirais, de Richard Emblem, Richard Emblem, en fait, était très ami avec Tom Wham. Euh, Parce que Tom Wham, pour ceux qui ne connaissent pas Tom Wham, c'est un auteur de jeux très libre-penseur, comme Richard Emblem, on va dire. La grosse différence entre Richard Emblem et Tom Wham, c'est que Tom Wham se cassait pas la tête du tout à vouloir faire tout un monde bien défini dans un jeu qu'il faisait. Tom Wham, c'était le plaisir de jouer pour rire, c'est tout. Et il n'y avait absolument aucune limite dans ses thématiques pour faire rire ses joueurs. Et pour ce qui est des mécaniques, c'était, disons, très secondaire pour Tom Wham. Il voulait vraiment faire rire. Alors, les deux libres-penseurs se sont trouvés vraiment des atomes crochus à cause de leur besoin de liberté pour faire des jeux. Euh, Maintenant, ils ont fini par faire un jeu ensemble, évidemment, parce qu'à force d'avoir des atomes crochus comme ça, puis d'évoluer dans le monde des jeux, ils ont quand même créé un jeu ensemble, un des derniers jeux qu'Emblem a publié d'ailleurs, qui s'appelle The Great Can Game, qui est situé, assez intéressant, assez ironiquement plutôt, dans le monde de Donjons et Dragons. Donc, quand je vous disais que Emblem, il ne crachait pas sur Donjons et Dragons, même s'il a voulu le perfectionner avec son Magic Realm, il a fait un jeu pour le monde de Donjons et Dragons, pour la compagnie qui à l'époque, gérait Donjons et Dragons, TSR. Euh, et c'est un jeu qui vraiment fait la rencontre des deux esprits ludiques que Tom Wham et Richard Emblem représentent. C'est-à-dire qu'on a un monde dans ce jeu-là, bien défini, comme Emblem pourrait le faire, avec des règles quand même assez bien définies aussi, dans ce sens que on va jouer dans ce jeu-là des séries de cartes pour essayer de prendre possession de territoires où on va essayer plutôt de faire la guerre à un autre joueur avec des systèmes assez alambiqués, dignes des années 80. Mais c'est un jeu quand même qui a son charme, parce que il y a le charme de l'humour de Tom Wham dans les illustrations et dans les thématiques. Euh, Par exemple, il faut quand même s'appeler Tom Wham pour dire que pour appeler un évêque du nom de Chaudière. Et puis, les dessins qu'on voit dans euh, Great Can Game, ce sont les dessins de Tom Wham. Parce que les dessins de Tom Wham ont ce petit quelque chose de très mignon et très loufoque à la fois. Et ça lui a toujours bien servi. Dans tous les jeux qu'il a fait, Tom Wham, ce sont toujours ces illustrations qu'il mettait parce qu'il voyait bien que les gens les aimaient. Euh, Sauf pour la boîte. Pour la boîte, c'est pas Tom Wham qui l'a dessiné parce que c'est clairement pas du tout le style de Tom Wham. Moi, je me souviens d'un seul Euh, jeu de Tom Wham auquel j'ai joué et c'est Awful Green Things from Outer Space. c'est ça, c'est probablement son jeu le plus connu d'ailleurs. Euh, mais bon, qu'est-ce que ça donne Tom Wham et Rand ensemble? C'est ça que ça donne. C'est vraiment ça. C'est l'humour de Tom Wham au service du, euh, de la définition bien structurée de Emblem, avec cette espèce d'esprit de liberté encore. C'est moins bac à sable, par contre, que ces autres jeux. C'est plus. On sent que c'est quand même structuré plus dans le genre euro, je dirais. Mais euro, pas tant. C'est comme à mi-chemin entre l'euro et l'Améritra. Est-ce que tu l'as, Euh, toi, Pierre, ce jeu-là? je n'ai pas ce jeu-là, Vincent. Donc, il va Fait qu'il faut falloir que je le trouve. faut que tu le trouves. J'ai dit de pas acheter le jeu, Vincent. Ben, C'est ça correct, vaut. il est Ça... usagé, c'est correct, t'as le droit.
Mais ça vaut-tu la peine? C'est-tu un jeu qui vaut le détour? Est-ce que tu en Qui as est vraiment besoin? C'est ça la question. Oui. C'est Ça, c'est pas la question. Ça, cette C'est toujours question-là est oui. pas... toujours la la question que réponse. Vincent refuse de se poser. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que ça vaut la peine si on est fan d'un des deux auteurs. Ça veut dire les jeux de Tom Wham, la règle générale, c'est ça. C'est quand tu veux jouer à un jeu de Tom Wham, c'est parce que t'aimes Tom Wham. Pas parce que t'aimes un style de jeu nécessairement. là. Hey, merci Pierre. Arrêtez. Écoute, moi, je suis pendu à tes lèvres quand tu parles d'auteurs comme ça. Écoute, donc, on a parlé de Richard Lonius, de Richard Emblem, on a parlé de Volko Ruhnke en position numéro 50. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi les prochaines positions. Là, Oui, parce que malheureusement... là, on a juste des Américains. Ouais, c'est ça, à un moment donné, ça va faire les Américains. Là, je comprends que tu veux t'en débarrasser dans le bas de la liste. Là. Tu voulais pas les mettre trop en haut. Là. C'est ça. Est-ce que Tom Wham fait partie de tes... Je serais auteurs? étonné. Je ne crois pas. Hein? Ben là... Écoutez, merci messieurs. J'apprécie toujours mes moments avec vous autres. Là, il n'y aura pas d'épisode avant 2026, malheureusement. Parce qu'on s'en va tous en vacances pour le temps des fêtes. Donc, on va se retrouver en 2026. Je vous souhaite, Vincent, Pierre et tous les auditeurs, nos 3 auditeurs, je vous souhaite tous de passer un joyeux temps des fêtes, de vous reposer et de nous revenir revigorés et curieux de continuer cette liste avec nous et avec Pierre surtout. Alors, Vincent, merci beaucoup. Petit mot de la fin. Bon louage. Et Pierre. Ben, joyeuse fête aussi. Merci tout le monde. Bonsoir.